Je vous présente, je vais vous parler de Jacques Moreau, puisque nous l'avons invité pour clôturer ce congrès. Jacques est un président fondateur de plusieurs structures, consultant, formateur, coach, testillé en analyse transactionnelle en organisation. Son chemin est de faciliter les périodes de changement pour les groupes, les organisations et les personnes. Jacques apporte une longue expérience, une réflexion originale pour aider à gérer les tensions inévitables, retrouver de nouveaux équilibres et donner du sens. Il contribue à l'évolution de l'identité de groupe et des organisations. Dans ce type de mission, il met à disposition une grande connaissance des groupes, de leurs fondements acquises pendant de nombreuses missions auxquelles il a participé, en supervisant des confrères pendant plus de 20 ans. Mais il est très jeune, vous verrez. Jacques, j'ai plus de jus. Jacques aime accompagner les personnes à se développer en prenant en compte les réalités de leur vie. Des outils, des concepts, des analyses pour comprendre, des méthodes pour agir et réussir, des expériences pour ressentir ensemble et transformer, du cœur et de l'humour pour accompagner. Après toutes les connaissances, les richesses partagées pendant ce congrès, je te laisse, Jacques, clôturer cette rencontre par la lettre à Jules, une lettre à son grand-père. Merci de nous partager vos échanges, réflexions, afin que nous continuions à grandir, de dépendants. Un, deux, trois. Ça marche. Bonjour. Merci Michel de cette présentation. Donc je vais d'abord remercier l'IFAT de m'avoir invité. Donc je te remercie puisque c'est toi qui as été mon interlocutrice. Et puis je remercie... Il est là Jean-Luc? Où t'es Jean-Luc? Bon, c'est bon. Ah ben voilà. Merci Jean-Luc de m'avoir invité. Voilà. Donc je vais vous partager quelques réflexions. Ce sont des réflexions. Je leur ai donné une forme. C'est la forme d'une lettre. Alors, attendez, excusez-moi. Je dois essayer de faire en sorte que ce truc-là fonctionne. Le truc de la connexion, c'est bien quand ça marche. Voilà. Ça, c'est un ensemble de personnes qui m'ont aidé à réfléchir, qui sont des ressources pour moi. Je remettrai ça un peu à la fin. En fait, je voudrais vous parler d'un petit garçon. Hop, alors, voilà le petit garçon. Ce petit garçon, il s'appelle Jules, et c'est mon petit-fils. Il a maintenant un peu plus de 2 ans. Et je vais vous proposer de le prendre comme symbole de notre propre enfant. Et au fond, tous les enfants, ils ont besoin d'avoir un papa ou un grand-père ou une grand-mère qui l'accompagne dans la vie. Et c'est donc ça que j'ai envie de faire avec lui et puis avec nous aussi. Tac. Voilà. Je ne sais pas qui a trouvé le titre du congrès, mais c'est un titre qui me plaît tout particulièrement. D'abord parce que la liberté, c'est ce que moi j'ai reçu en héritage. J'ai reçu ça en héritage de ma maman et de ma grand-mère. Et ça, c'est une chose fantastique de recevoir ça en héritage. Et l'autonomie, eh bien, c'est un voyage personnel que j'ai fait. C'est une conquête, elle n'est pas finie. C'est quelque chose, au fond, qui est un état d'esprit. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre à Jules. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Lettre à Jules.
Alors quand on parle de grandir, on parle en fait de plusieurs choses, bien sûr. On parle de devenir plus grand en taille, et Dieu sait que c'est important pour les petits-enfants. On parle aussi, bien sûr, d'augmenter en valeur, d'augmenter en importance, en intensité. On pourrait dire ici en maturité, en conscience. Et puis, c'est aussi une troisième chose, c'est de devenir moralement plus grand. On pourrait dire grandir en vertu. C'est comme ça que disaient les anciens. Et aujourd'hui, on dit grandir en sagesse. Et en fait, ces mouvements sont naturels, ils sont permanents chez les humains. Ils peuvent être stimulés par l'environnement ou au contraire ralentis. Et au fond, c'est de ça dont nous allons parler. J'ai aussi mis une photo d'une dame qui a passé tout le confinement dans une maison de retraite seulement connectée avec ces systèmes qu'on appelle Zoom. Voilà. Et grâce à ça, elle est restée en vie. Voilà. Alors, grandir dans un monde connecté et interdépendant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que, comme vous le voyez, on est rentré dans une époque charnière. Et cette époque charnière, je ne dirais pas, moi, révolution. Parfois, on parle de révolution. Hier matin, notre collègue Olivier a parlé de la révolution des écrans. Moi, je parlerai plutôt d'une époque charnière. Et vous savez, les époques charnières, quand on est dans une époque charnière, on se sent toujours un peu gond. Et moi, je me suis senti aussi un peu gond. Et alors, en fait, une époque charnière, c'est une étape transitionnelle. La dernière que nous avons connue, c'était la révolution industrielle, on l'a appelée comme ça. Mais vous savez, il y a d'abord eu une première révolution. C'est la révolution du jour où les humains ont commencé à arrêter de marcher de tous les côtés et ils se sont posés quelque part, ils ont commencé à créer des villages, ils ont commencé à faire des stocks pour ne pas manquer. Et ça a été la première révolution. Vous voyez, pour des gens qui marchaient tout le temps, alors c'était vraiment un grand changement. Puis après, on a inventé l'écriture. Vous savez pourquoi on a inventé l'écriture ? Tout simplement pour se souvenir. Parce que, alors, si j'avais prêté un chant à Jean-Luc, je le vois là, je m'en sers, je me sers de lui. Si j'avais prêté un chant à Jean-Luc, 20 ans plus tard, mais à qui appartenait le chant ? Alors, il a bien fallu qu'on commence à écrire. Et ça a commencé à permettre de créer des villes. On a commencé à avoir à qui appartiennent les choses. Donc, à suppléer notre mémoire. Et puis, il y a une troisième révolution que bien sûr on connaît, qui est la révolution de l'imprimerie. C'est-à-dire que le savoir n'était plus seulement pour quelques personnes, mais il était globalement, on pouvait le diffuser. Ce n'était pas encore la diffusion dans le monde entier, mais c'était déjà, on pouvait diffuser ça. Et c'est ça qui a donné naissance à la société industrielle. C'est-à-dire que le savoir était partagé. Comme l'a dit hier Olivier Duris, c'est ça, il s'appelle comme ça, il n'y avait plus seulement quelque chose de vertical, mais il y avait une diffusion beaucoup plus grande. Et là, nous sommes dans une révolution numérique. Je dis bien numérique. Les écrans ne sont que la manière de rentrer dans le numérique. Mais derrière, c'est du numérique, c'est de l'algèbre de Boole. C'est plein de choses de cette nature. Et en fait, imaginez la dernière révolution industrielle. Alors, la première chose qu'on voyait, c'était une voiture où il n'y avait pas des chevaux devant. Mais les gens étaient... ils ne comprenaient rien à ça. En réalité, en 1894, il y a eu un congrès mondial à Londres pour savoir ce qu'on allait faire du crottin de cheval dans les villes. Sérieux, hein ? Vous voyez la préoccupation. Et tout d'un coup, il n'y avait plus de chevaux. Il y avait la lumière à l'intérieur. Il y avait la possibilité d'une machine à vapeur, ça marchait tout seul. Et à l'époque, voilà ce qu'écrivaient deux auteurs en Angleterre,
je vous passe leur nom, mais ils exprimaient le sentiment que la société est radicalement transformée et subit une nette rupture avec la tradition. Et ils ajoutaient: les commentateurs estiment que les populations urbaines sont épuisées, malades, brisées, hâves, hagardes, dépravées, hommes, femmes et enfants. Ils sont dépourvus de religion, d'éducation, de sens de la communauté et d'autorité paternelle. Voilà ce que disaient les commentateurs à cette époque-là. C'est un bouleversement des vies. Et c'est un bouleversement des vies par la rapidité. Vous vous rendez compte, on allait à 30 km/h, puis après à 50, et un jour on est même allé à 100 km/h. On y revient, remarquez, hein, pas plus de 100 km/h. On se rapproche, c'est-à-dire on peut voyager, on va dans la ville d'à côté, ce qu'on ne faisait jamais. Je me souviens, dans cette région-là, j'étais venu à 4 km de la mer, il y avait des mamettes, c'est comme ça qu'on les appelle dans le coin, elles n'avaient jamais vu la mer. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors qu'est-ce que c'est cette charnière numérique ? Bien, la charnière numérique, c'est vraiment quelque chose qui va nous toucher beaucoup, qui nous touche beaucoup, tout simplement, parce que on va communiquer dans tous les sens. Et en fait, cette charnière, elle est provoquée par l'évolution des techniques et particulièrement le développement de l'informatique. On a un accès et un traitement de l'information pour tous dans une quantité incroyable. Je ne sais pas combien de temps vous passez le matin à trier vos mails, à trier entre la pub, les choses qui vous intéressent, les choses qui pourraient vous intéresser. Moi, j'ai calculé, chez moi, j'y passe globalement 1 heure par jour. Juste à faire du tri. Pas à traiter, faire du tri simplement. Les informations, parce que c'est bien une révolution de l'information dont on parle, c'est dérégulé complètement. Avant, on avait une régulation double en France. Il y avait d'un côté l'école, et de l'autre côté l'Église. Et ces gens régulaient les choses. Il y avait même des autorités, par exemple les professeurs, par exemple les journalistes, qui régulaient les choses. Mais aujourd'hui, ça c'est très gentil, merci beaucoup, aujourd'hui, en fait, tout est dérégulé. N'importe qui peut parler à partir de qui il est. Alors c'est chouette de parler à partir de qui on est, sauf que on peut rentrer dans ce que les médias appellent des biais de... Comment ils appellent ça ? Des biais cognitifs. Voilà. Nous, on appelle ça des méconnaissances. Voilà. Alors évidemment, on a ces théories du complot. C'est pas récent, hein, les théories du complot. Quand j'étais jeune homme, je me souviens, on disait que le maire de la ville dans laquelle j'habitais, il participait à des soirées de ballet rose. On disait aussi que dans un magasin particulier du centre-ville, il y avait des dames qui disparaissaient. Vous vous en souvenez, hein, pour les plus jeunes d'entre vous. Eh bien, les réseaux sociaux, comme vous le pensez, facilitent ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire le fait de trouver des idées qui nous correspondent. Là, vous avez un truc qui s'appelle Facebook, là. Il paraît que les plus anciens, ils sont tous là-dessus. C'est les boomers, là. On est tous là-dessus. Et alors, en fait, le système d'algorithme, il nous conduit vers des choses qu'on aime bien, pour nous garder, bien sûr. Bon. En gros, la charnière industrielle, elle a concerné 1,5 milliard de personnes. La charnière numérique, elle a confirmé, elle concerne, 7 milliards et demi de personnes. On a communiqué, on a multiplié par 1000 nos communications. Regardez, c'est pas très facile de voir, mais quand il y a 3 traits, vous voyez ce qui se passe.
Quand il y en a 14, il y a 91 possibilités. Imaginez à quelques milliards ce que ça donne. C'est-à-dire, c'est d'une complexité infernale. Alors, hier matin, nous avons eu vraiment une conférence intéressante issue d'une vision du monde qui est la sociologie des usages. Serge Tisseron, c'est ça son idée. Son idée, c'est là, alors faisons avec. Et c'est une idée vraiment intéressante. C'est très bernien, je trouve. Berne disait, voilà, on fait avec, quoi. En même temps, il ne faut pas que ça nous empêche d'aller réfléchir un peu plus loin. Je vous propose de réfléchir avec peut-être quelqu'un que vous connaissez, qui est quelqu'un de ma région, qui s'appelait, parce qu'il est maintenant décédé, Jacques Ellul. Et Jacques Ellul est assez connu, en tous les cas à Bordeaux, non, je plaisante pas qu'à Bordeaux, pour critiquer la société technologique, mais pas la critiquer de façon comme ça, là, vraiment avec de l'argumentation. Si vous avez l'occasion de lire Jacques Ellul, ne vous en privez pas. Il dit, il faut comprendre en profondeur que la technique produit une société essentiellement conservatrice, intégratrice, totalisante, en même temps qu'elle entraîne d'énormes changements. Donc jusque-là, bon. Mais il ajoute, mais ce sont toujours les changements d'un rapport à soi qui lui-même est toujours identique. Ça va ? C'est-à-dire qu'il dit, oui, mais la personne ne change pas. Autour, ça change, la technologie change, mais les gens ne changent pas. Tout change, mais seules les formes et les moyens se modifient, pas les personnes. C'est ça qu'il dit. Alors il ajoute d'autres choses. Je ne vais pas beaucoup diffuser ça, mais c'est simplement cette idée que lorsque la technologie arrive, alors cette technologie, elle produit quelque chose. Déjà, Platon nous disait que aucune technique n'est neutre. Il parlait du pharmacon, on en dira quelque chose tout à l'heure. Voilà. Hop, c'est ça, c'est lui, Jacques Ellul. Voici un bel oiseau. Est-ce que vous savez ce que c'est que cet oiseau ? Une bernache. Ok. Il y en a, ils doivent savoir ici. Hein. Bon, ça va. C'est un cygne noir, bravo. Alors je voudrais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb. Probablement vous le connaissez, et si vous ne le connaissez pas, là aussi vous pouvez lire des choses de lui. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Nassim Nicolas Taleb, c'est un mathématicien, c'est un philosophe. Il est libanais et il enseigne, entre autres aux États-Unis, mais pas que. Il parle un français remarquable. Et c'est vraiment intéressant d'aller le regarder, de l'entendre en tous les cas. On peut même le regarder. En fait, qu'est-ce que c'est ce cygne noir ? Bien, figurez-vous que dans le milieu du 19e siècle, nos amis anglais ont décidé d'envoyer leurs bagnards à l'autre bout du monde, en Australie. Et puis, ils ont envoyé avec des gens qui étaient là pour étudier la faune et la flore. Et alors, ils ont vu cet oiseau. Et alors personne ne comprenait qu'est-ce que c'est que cet oiseau. Oh. Alors ils en ont ramené plusieurs couples, et puis voilà, et toujours ils ne voyaient pas, quoi. Ah bon ? Jusqu'au jour où quelqu'un a dit, mais attends, ça ressemble quand même beaucoup à un cygne. Eh oui, c'était un cygne. Sauf que dans l'hémisphère nord, les cygnes, ils sont blancs. Et dans l'hémisphère sud, ils sont noirs. Alors bon, c'est juste une particularité, mais qu'est-ce que ça dit ? Eh bien, ça dit que quand notre esprit n'est pas disposé à envisager quelque chose, il ne l'envisage pas. C'est-à-dire qu'ils ont mis très longtemps pour comprendre que c'était un signe.
Eh bien, à partir de cette image, parce que c'est vraiment une image, une métaphore, en fait, Nassim Nicolas Taleb nous dit il y a des signes noirs. Moi, j'ajoute, et particulièrement dans les périodes charnières. Qu'est-ce que c'est un signe noir? C'est un événement imprévisible, statistiquement imprévisible. C'est une aberration, une anomalie, quelque chose qu'on n'attend absolument pas. Et c'est quelque chose dont la prévisibilité est rétrospective. C'est-à-dire, ah ben oui, je l'avais bien dit, disent certains, mais en fait, personne ne l'a dit avant. Eh bien, ces événements, qu'on appelle des signes noirs, ces événements vont bousculer la vie des gens, la vie des communautés, la vie des personnes. Et ça va au-delà des attentes normales. Alors ça peut se situer, je ne sais pas moi, dans la vie sociale, dans la vie scientifique, dans la vie financière, peu importe, ça se situe partout. Et en fait, on peut appeler ça des risques silencieux. On ne les voit pas, mais pourtant ils sont là, et quand ils vont arriver, tout le monde sera surpris. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples de signes noirs. La Première Guerre mondiale. On assassine un archiduc dans une calèche dans une ville improbable qui s'appelle Sarajevo, et hop, c'est une guerre mondiale. La chute de l'URSS, qui aurait pensé que le fait de faire tomber un mur à Berlin, les attentats du 11 septembre, souvenez-vous comment vous étiez ce jour-là, où vous étiez, probablement vous le savez, et qu'est-ce que vous avez pensé au moment où vous avez vu les images? Moi j'ai cru que c'était un film. Hein. Je ne croyais pas que c'était possible. La crise financière de 2008, vous savez, les fameux, voilà, l'ordinateur, l'Internet, pas le Covid. Le Covid n'est pas un signe noir. Les virus, il y en a depuis le début de l'humanité. Mais par contre, les conséquences sociales, politiques et financières du Covid, oui, ça, c'était pas prévu. Il n'était pas prévu qu'on bloque la moitié de la planète juste en un an. Donc voilà ce que c'est les signes noirs. Vous voyez, imaginez cette dinde. On s'occupe bien d'elle, on la câline, elle est contente. Puis arrive un jour, les Américains appellent ça Thanksgiving. Oh, ça, c'est vraiment un signe noir pour une dinde. Voilà, voilà. Alors du coup, dans quel monde allons-nous vivre? Alors vous voyez, j'ai mis les trois sortes de personnes qui nous expliquent dans quel monde on va vivre. Puis je vais essayer surtout de n'être aucun de ceux-là. Le premier à gauche, c'est un prophète. Alors c'est celui, vous savez, à qui Dieu parle dans l'oreille. Bon. Le deuxième, c'est un devin. Il a une boule de cristal. Et le troisième, c'est un prévisionniste. Lui, il a des courbes. Voilà. Donc on ne va pas faire ça. Et on va plutôt parler de où est-ce qu'on va, dans quel monde on va vivre. D'abord, ce qui vient le premier à l'idée, c'est est-ce qu'on va grandir dans un effondrement? Est-ce que la société va s'effondrer? Je dirais la décroissance, c'est une idée en plein développement. Oui, j'ai osé, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, il est bien évident que l'effondrement, c'est le désenchantement du monde industriel, du progrès, de la financiarisation, mais aussi de la philosophie des Lumières. C'est tout ça. Bon, je vous propose de vous reporter à vos canaux de communication habituels qui en parlent tous les jours, le climat, enfin, etc. Voilà. Mais en fait, si on y réfléchit un peu, en fait, on est dans une espèce de transition, je disais une charnière, entre deux éléments. D'un côté, la globalisation. Cette globalisation fait que, grâce à la technologie, on voit ce qui peut se passer dans le monde entier. C'est-à-dire que ce que nous faisons a un impact dans le monde entier.
On peut être en communauté. Je me souviens, je vais prendre cette image. Nous avons refait les critères de l'examen en organisation. Et donc le ATA a cherché 4 ou 5 personnes, je ne sais plus combien on était. Alors c'était fantastique. Il y avait un Anglais, un Néerlandais qui habite en Australie, un Américain, enfin bref. On était aux 4 coins du monde et on a pu se parler et construire ces critères. C'était fantastique de voir ça. Mais on est aussi tous attachés à ce que on appelle l'archipélisation. Qu'est-ce que c'est l'archipélisation? Vous avez un très bon livre qui est paru qui s'appelait L'archipel français. C'est l'idée que ce qui est global nous intéresse, mais on a besoin de s'attacher à des choses qui sont proches de nous. L'archipélisation, c'est une méthode de travail qui avait été utilisée en Indonésie parce que chaque île voulait interpréter la règle à sa façon pour développer son identité, faire reconnaître son identité. Et bien ça aussi, nous voyons que ça existe tout le temps. On voit plein de personnes qui montrent leur particularité, leur identité particulière. Vous voyez, quand vous êtes dans les Landes, vous n'êtes pas au Pays Basque. Mais vous ne vous trompez pas, hein, sinon vous ne reviendrez pas. Voilà. Ici, c'est pareil. On a vraiment, à cet endroit-là, on a vraiment besoin de montrer notre identité, nos particularités, et en même temps de le faire dans une globalité. Et nos sociétés, eh bien, elles sont dans la peur. Les gens ont peur et on observe bien sûr des mouvements de crispation, des contestations face à une mutation qu'on ne comprend pas. On ne sait pas aujourd'hui donner du sens à ce que nous vivons. On peut faire des prévisions, mais en fait on ne sait pas. La réalité c'est qu'on ne sait pas. Et évidemment, tout ça se passe dans les pays les plus riches et les plus industrialisés. Ça ne se passe pas ailleurs, ça se passe d'abord ici. Et c'est là qu'on a le plus peur. Et le plus grand danger, c'est évidemment notre difficulté à vivre dans un monde dont nous ne comprenons pas l'évolution. Alors, ça c'est, voilà, 2 voies, une petite troisième pour le plaisir. Est-ce que par hasard, nous devrions apprendre à gérer l'abondance? Alors ça, le discours est peu connu, bon, ça ne se fait pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est l'abondance? D'abord, la première chose que je voudrais partager, c'est la propension de certains êtres humains, mais je dirais de tous, à essayer de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. On a cet état d'esprit de résoudre les problèmes concrets qu'on rencontre, de dépasser nos limites, avec les moyens qu'on a. Et puis, aussi parce que nos ressources ont un développement exponentiel. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, alors je vais vous en dire un petit mot. Par exemple, en électronique, les microprocesseurs doublent de volume tous les 18 mois et leur coût est divisé par 2. Vous allez me dire, vous utilisez peut-être des microprocesseurs sans le savoir. Oui, oui. Mais je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Ceci est un ordinateur qui s'appelait ASCII Red en 1996. Ce petit bijou coûtait 55 millions de dollars. Et il était grand comme au moins cette salle. Ça va? 10 ans plus tard, la PlayStation 3, que certains utilisent encore. Ne dites pas que c'est pas vrai, j'en connais. Ça coûtait 600 dollars. Et vous aviez exactement la même puissance de calcul. Imaginez ce que c'est aujourd'hui. Je n'ai même pas cherché. Ça va? Le génome humain. La première fois qu'on a essayé de décrypter un génome humain, c'est $1 milliard le séquencement.
Actuellement, vous pouvez vous offrir ça en crachant dans une petite fiole là, et en l'envoyant je ne sais pas où. Alors, ça coûte 140 $. Demain, ça coûtera 5 $. Quand je dis demain, c'est l'année prochaine ou dans 2 ans. 5. Je vais vous donner autre chose. La nourriture. C'est un problème majeur dans le monde. Ceci est le premier hamburger créé dans un laboratoire. En gros, je vous explique comment ça se fait. C'est des cellules souches et on les fait fermenter comme de la bière. Puis après, on en fait un steak. Le premier steak, c'est 325 000 $. Il y a des gens qui ont mangé ce steak, hein, figurez-vous. C'est les critiques gastronomiques. Je n'ai pas leur avis sur la qualité de la viande. Mais aujourd'hui, on est capable de faire ça pour 12 $. Aujourd'hui, on est capable de créer de la viande ou du poisson. On fera même ça avec des machines à imprimer. C'est ce qu'on appelle des imprimantes 3D. Pourquoi on fera ça? Non pas parce que c'est meilleur, mais tout simplement parce que ça coûte pas cher. Regardez ce que ça veut dire. La dépense d'énergie pour produire de la viande, ça sera moins 45% par rapport à actuellement. Ça libérera 99% des terres qui sont occupées pour produire de la nourriture animale. Actuellement, dans le monde, 30% des terres, c'est de la nourriture animale. Hop, 99% on récupère pour faire autre chose. C'est 96% en moins d'eau utilisée. Et c'est 96% de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il est assez probable que, assez rapidement, nous mangions tous de la viande. Voilà, on aura ça dans son frigo ou je ne sais pas où. On aura des choses qu'on pourra mettre en culture. Ça va? Oui, alors, il ne faut pas rigoler. Une bonne entrecôte ou un bon poisson, il y en aura toujours. Mais globalement, on arrivera à résoudre le problème qu'on a avec ça. Et c'est pas tout. Ce qui est le plus intéressant, c'est le prix de l'énergie. Ça coûte cher l'énergie, puis si vous écoutez le journal télévisé, on vous explique que l'énergie coûte de plus en plus cher. Alors évidemment, on pense au solaire. Oui, le solaire, voilà, alors ça dépend des coins de la Terre. Hein. En Norvège, l'électricité solaire n'est pas très développée, elle coûte encore très très cher. Mais globalement, voilà la décroissance du prix de l'énergie solaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, actuellement, ça coûte moins cher que l'énergie fossile. Et figurez-vous que ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'on est en train de créer une centrale solaire spatiale qui existe déjà. Ce n'est pas quelque chose qui sera dans 20 ans. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui. La NASA a fait l'expérience. Ça veut dire, ouais, en février 2021, il n'y a pas longtemps, de quoi alimenter une tablette. C'est-à-dire que, en fait, on récupère l'énergie solaire et on l'envoie sur Terre où on veut avec un laser. Le truc, c'est juste de ne pas passer en dessous au moment où ça passe. Ça va? C'est-à-dire qu'on aura 1000 fois plus d'énergie qu'on a besoin. Ça va? C'est un peu, voilà, des nouvelles. C'est-à-dire que probablement, après l'humanité, après avoir géré la pénurie depuis le début, on va peut-être être amené à gérer l'abondance. Et ça, on ne sait pas faire. Alors, ça va? Donc du coup, comment est-ce qu'on réagit aux signes noirs? Comment est-ce qu'on réagit aux situations perturbées? Comment on réagit aux catastrophes, aux changements de paradigme, comme on dit, dans les milieux intellectuels? Eh bien, je vous propose de voir quatre, je vais dire comme ça,
4 conséquences possibles, un spectre de 4 conséquences possibles. Et c'est là où je vais parler de Nassim Nicolas Taleb. Vous voyez, j'ai dessiné 3 états du moi avec un cadre de référence, je sais bien le faire. Voilà, juste pour dire que voilà, c'est monsieur John Doe, voilà. Et puis il reçoit, je sais pas quoi, une situation imprévisible, un choc, quelque chose, et tout le monde sait que ça donne quelque chose qui s'appelle un trauma. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai fait une petite grille comme ça. D'un côté j'ai mis ce qu'on gagne et ce qu'on perd, et de l'autre côté j'ai mis le temps. Et en fait, face à des événements imprévus, on va avoir un moment donné où on va réagir automatiquement. Et la réaction automatique, c'est de résister. Et puis, il y a une espèce de zone de bascule. Et dans cette zone de bascule, il va se passer quelque chose. Et certaines personnes, elles vont tomber. Elles sont fragiles. Fragile, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est fragile? S'il y a un verre sur la table et que je ne fais pas attention, je le pousse, il tombe et il va se casser. La fragilité, c'est le fait que quelque chose va se casser s'il n'y a pas d'intervention extérieure. L'intervention extérieure, je le rattrape ici. Ouf. Oui, il y a quelque chose qui va faire quelque chose d'externe, qui va l'empêcher de se casser. Et Taleb s'est posé la question, mais c'est quoi le contraire de fragile? Et si on se pose la question, on va tous penser spontanément à solide, à quoi encore? Pardon? Flexible, voilà, tout ça, résilient, tout ça, on pense tout ça. Et Taleb nous dit, non, le contraire exact de fragile, c'est un mot qui n'existe pas dans la plupart des langues, et il dit, ça s'appelle antifragile. Alors c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire antifragile? Là, je vais vous donner un exemple. J'allume une bougie et je la sors dehors un jour de grand vent. Évidemment, le vent, qui est la perturbation, va éteindre la bougie. Donc, la flamme est fragile. Maintenant, vous avez vu, là-bas, il y a une forêt. Et alors, on met le feu à la forêt, où malheureusement, le feu prend tout seul. Et ce jour-là, il y a du vent. Et qu'est-ce qui se passe? Le vent renforce le feu. C'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire que la perturbation, elle fait que le feu devient antifragile. Enfin, évidemment, seulement dans une certaine mesure. Hein, quand on va mettre des canadaires là, qui vont mettre plein de liquide dessus, ça va, à un moment ou l'autre, ça va éteindre. Mais globalement, c'est antifragile. La symbolique de l'antifragilité, c'est tout simplement l'hydre de Lerne. Vous savez, notre ami Hercule, un copain à moi, eh bien, figurez-vous qu'il s'est amusé, il y avait une espèce de serpent dans un lac, et alors il coupait les têtes, et à chaque fois qu'il coupait une tête, il y en avait 2 qui revenaient. Et c'est ça l'antifragilité. Et en fait, ce que nous explique Taleb, eh bien, c'est que quand on vit des situations charnières, quand on vit des traumas, alors ce qui va se passer, c'est que on peut être fragile et tomber, ou on peut être antifragile. L'antifragilité, c'est quelque chose qui se passe, le système de se renforcer, il est à l'intérieur déjà. Et c'est comme un muscle. Si vous faites marcher un muscle, il devient antifragile, c'est-à-dire qu'il se renforce. C'est la fameuse phrase de Nietzsche qui était « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est pas dans ce sens-là que Nietzsche l'a dite, mais c'est dans ce sens-là que moi je vous la donne. Et bien sûr, il y a un spectre entre fragile et antifragile. Et ce spectre, eh bien, vous connaissez ça. Il y a des gens qui sont robustes, c'est-à-dire quand ils rencontrent quelque chose, voilà, ils résistent fort.
Ils sont robustes. Et puis d'autres sont résilients. Résilient, c'est un terme qui est utilisé en mécanique, hein, qui veut dire simplement qu'un objet qui est abîmé, il reprend sa force. Alors, moi, évidemment, comme je suis un peu analyste transactionnel, ça me ferait penser à un scénario gagnant d'un côté, un scénario perdant de l'autre côté, un scénario non perdant et un scénario non gagnant. Mais c'est juste une image. Je ne sais pas si ça a de la validité de dire les choses comme ça. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a ce spectre-là. Et moi, ce que j'ai observé, je vous en dirai quelque chose tout à l'heure, c'est que si on commence à s'occuper de cette zone de bascule, alors on peut aider quelqu'un à revenir en arrière et à reconstruire quelque chose de l'antifragilité. Sans forcément revenir complètement en arrière. On peut aussi revenir complètement en arrière très loin. Alors qu'est-ce que c'est l'antifragilité ? Ben voilà deux exemples. Vous voyez, dans ma région, on taille la vigne. Tailler la vigne, vous voyez, c'est l'abîmer, mais pour qu'elle se revigore. Et puis j'ai mis là une petite fiole de poison. C'est une référence à un roi qui s'appelait Mithridate. Et ce monsieur Mithridate, il avait l'idée de prendre un tout petit peu de poison tous les jours. Et en fait, le fait de prendre un petit peu de poison tous les jours, ça lui permettait évidemment de ne pas être empoisonné lorsque le jour viendrait. Oui, il faut dire qu'à l'époque, ils ne faisaient pas des élections. Ils leur demandaient, quand on n'était plus content d'un roi, de s'empoisonner. Voilà. Donc du coup, il s'est prémuni contre ça. Et on a été obligé de le finir à l'épée. C'est vrai. Enfin, c'est l'histoire. Je ne sais pas si c'est vrai. En gros, c'est l'ancêtre de la vaccination. C'est ce qu'on appelle la mithridatisation. D'accord ? C'est d'ailleurs quelque chose qui est scientifiquement validé. Contrairement à l'homéopathie, qui procède un peu de la même chose. Voilà, on rejoint un peu les stoïciens qui disaient « ce qui barre le chemin devient le chemin », et du coup on va plus loin, on devient plus fort. Je voudrais juste vous parler de ceci. Ceci est un pot de miel. C'est un pot de miel qui est fabriqué dans le fin fond de la Turquie, en Anatolie, mais vraiment dans un tout petit village. Et le fermier qui s'occupe de ça, l'apiculteur, était complètement désespéré. Parce que figurez-vous que non seulement son miel, bon, voilà, quoi, il était très concurrencé par ses voisins, non seulement ça, mais en plus, figurez-vous qu'il y avait des ours qui venaient la nuit manger son miel. Donc il en avait marre, quoi. Et il se disait, mais bon, bah, je vais aller à la ville et puis je vais travailler dans une espèce de fabrique, là, quelque part, parce que je m'en sors pas, quoi. Je peux pas nourrir mes enfants, ça va pas. Et puis, il a eu une idée. Vous savez, il a installé une caméra, là, il a demandé à Jean-Marc de venir installer une caméra nocturne, vous savez, une caméra qui prend la nuit. Il a mis les pots de miel sur la table, le sien, et puis les autres pots de miel de ses concurrents. Et puis il a donc une photo. C'est une vraie photo, vous pouvez trouver ça sur Internet, hein, si vous voulez. Voilà, il y a un ours qui est en train de bouffer son miel. Et donc il a mis ça sur Internet et il a dit, Hanser, le miel validé par les ours. Vous rigolez ? C'est le miel qui est le plus vendu au monde. Et si vous voulez, c'est 135 € les 250 grammes. C'est une horreur. Ce type, voilà, c'est ça l'antifragilité. Depuis une situation complètement désespérée, ce gars, il s'est redressé. Il s'appelle Ibrahim Sadel. Bon. Vous pouvez le trouver sur Internet, il n'y a pas de problème. Alors,
Du coup, quelles sont les conséquences pour le monde de demain? Eh bien, ce dont on est à peu près sûr, c'est que beaucoup de systèmes fragiles vont disparaître. Mais qu'est-ce que c'est un système fragile? C'est un système où il y a de la peur, et notamment de la peur de l'imprévu. C'est les systèmes complexes, par exemple des très grandes sociétés, par exemple des grandes nations, par exemple des administrations dans certains pays. Tout ce qui n'est pas agile, flexible, a de bonnes chances de disparaître. Évidemment, ça se recombinera. Mais il y a des très grandes entreprises qui vont disparaître. Alors évidemment, la question qu'on pourrait se poser, c'est premièrement, est-ce que nos associations d'athées sont fragiles ou antifragiles? On peut se la poser, la question. Est-ce que l'athée est fragile ou antifragile? Je vous rappelle, hein, ça concerne aussi des théories. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que l'athée, c'est antifragile. Parce que c'est toujours valide aujourd'hui, alors que le monde de Berne a complètement changé. Ce que Berne avait dit dans les années 50 à 60, voilà. Et pourtant, ça reste valide. Donc je pense que l'athée est une théorie antifragile, et je pense qu'il faut qu'on soit attentif à développer l'antifragilité de nos organisations, quelles qu'elles soient. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire d'éviter les flux tendus. Vous savez, les flux tendus, ce truc qu'on met dans l'industrie, vous savez, les stocks sont dans les camions. Vous commandez un truc en Chine, mais en fait c'est dans le camion entre la Mongolie et la Chine, et ça va bientôt arriver chez nous, quoi. Imaginez un instant, vous êtes un peu juste financièrement. Et vous attendez le premier du mois pour avoir votre paye. Il suffit du moindre incident pour que vous soyez dans le rouge. Et voilà, ça peut être la catastrophe pour certaines personnes. Donc, l'antifragilité, il faut la développer, sinon, évidemment, on va avoir quelque chose qui, probablement, des systèmes qui vont s'écrouler, des grandes entreprises. Alors, elles se recombineront une fois de plus, hein, des administrations qui vont... voilà. Alors, où est-ce qu'on en sera dans 50 ans? Évidemment, je ne le sais pas où est-ce qu'on en sera dans 50 ans. Mais ce qu'on peut dire, c'est que probablement, il n'y aura pas de voiture volante. C'est dommage. Moi, dans le 5e élément, je me rêvais en train de piloter cette voiture volante. Probablement, la conquête spatiale sera à peu près au même point. Et une autre chose, probablement, les êtres humains ne seront pas des cyborgs. Des cyborgs. Des cyborgs, ouais. Complètement avec un bras qui peut soulever 3 tonnes, enfin ce genre de truc. Par contre, ce qui va changer, c'est les systèmes fragiles. Le système bancaire. Si vous avez plein de sous dans la banque, un conseil, faites-en autre chose. Tous les systèmes étatiques, on se dirige vers ce qu'on appelle des cités-nations. Parce que c'est plus facile à gérer. Parce que ça va plus vite. Parce que c'est plus efficace. Si vous voulez savoir ce que c'est, par exemple, moi je ne fais pas la promotion du modèle, hein. C'est Singapour. Ça va? Alors, il y a plein de choses où on ne serait pas d'accord. Hein. Mais effectivement, des cités-États, et on a ça en France avec le mouvement de métropolisation qui va arriver. Mais l'humanité sera la même. La jalousie existera toujours. Les difficultés à élever les adolescents, toujours les mêmes. Je ne parle pas des relations de couple. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, la technologie va disparaître. Alors quand je dis qu'elle va disparaître, elle ne va pas disparaître, elle va simplement se cacher. Par exemple, je ne sais pas comment est votre bureau, vous. Moi, le mien, outre que je ne le range pas très bien, il y a des fils partout. Ben ça va disparaître. Vous avez déjà pris le train et essayé de faire du travail avec votre ordinateur, vous voyez, puis il y a le gars qui est à côté de vous qui regarde. C'est extrêmement gênant.
Parce que bon, c'est pas que ce que je fais dans le train, ça soit tellement confidentiel, mais bon, quand même. Eh bien, maintenant, il existe déjà des lunettes. C'est-à-dire l'écran, quand vous le voyez, c'est flou, quoi. Et vous mettez les lunettes et ça marche. C'est vous voyez, mais les autres ne voient pas. Donc en fait, c'est ça qui va se passer. De plus en plus, la technique va se cacher et elle va nous faciliter la vie. Je disais tout à l'heure que j'allais parler, Platon parlait du pharmacon, il disait qu'une technique n'est pas neutre, parce que le pharmacon, ça désigne à la fois le poison et le remède. Il faut bien se souvenir que le poison n'est pas dans la chose, mais qu'il est dans la dose. La dose, oui, pardon. Donc c'est la manière de l'utiliser, c'est comment on fait pour utiliser ça. C'est ça que nous avons à apprendre. Alors, et Platon disait, pour qu'une chose trouve sa place dans la cité, il faut qu'elle passe 2 épreuves. La première épreuve, c'est que ça soit examiné en délibération, c'est-à-dire qu'on en parle, que les gens puissent en parler, voire ajuster leurs imagos, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Et puis qu'elles servent le vivre ensemble. Servir l'homme plutôt que de la servir. C'est ça le combat de Jacques Ellul. Jacques Ellul, il dit la technologie doit être au service des personnes et doit pas le contraire. Alors, du coup, dans les périodes charnières, eh bien, il faut accompagner les évolutions de manière éclairée et avec prudence. C'est-à-dire, il faut construire le chemin. Un poète espagnol, alors je vais vous donner son nom en espagnol, il s'appelle Antonio Cipriano José María Machado Ruiz. On l'appelle Antonio Machado. Il a un petit poème qui dit Caminante no hay camino. C'est assez camino al andar. C'est-à-dire, marcheur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Et c'est ça que nous avons à apprendre, c'est que nous pouvons construire notre chemin. Évidemment, il y a des choses qui essayent de nous baliser le chemin. Mais nous pouvons construire le chemin. Alors, je voudrais juste montrer ça. Et quand un signe noir apparaît, alors, voici 2-3 choses qui se passent pour Monsieur Tartampion. Ou Madame Tartampion. D'abord, il est traversé par l'ontogénèse. L'ontogénèse, c'est-à-dire, c'est notre histoire de vie. On pourrait dire en athée, c'est notre scénario. Ou en tous les cas, tous les éléments qui constituent le scénario. Deuxième influence que nous avons, c'est la phylogénèse, c'est-à-dire l'histoire de l'espèce. L'histoire de l'espèce, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce que nous avons vu à l'occasion de ce moment un peu difficile. Vous avez vu comment la peur était là. Je suis sûr que chacun d'entre vous, vous l'avez éprouvé. Il y avait comme un programme faire peur qui était là. Mais ce programme faire peur, vous voyez, on peut en accuser les autres, mais en réalité, c'est parce que nous, on l'avait. C'est quoi le programme faire peur ? C'est simplement, dans l'histoire de notre espèce, il y a des virus qui ont tué des millions de gens. Dans l'histoire de notre espèce, il y a 1929 et le krach financier qui a mis des tas de gens par terre. Au même titre qu'on en parle encore dans certaines familles. On a tout perdu. Oui. C'est ce que moi j'appelle 2021 l'odyssée de l'espèce. Cette année, on a vécu cette odyssée. Et puis c'est pas tout, on a aussi le parent social. Alors le parent social, c'est les dieux. Alors les dieux, ils vous protègent, mais en contrepartie, ils vous piquent un peu de liberté. Ça, j'aime pas beaucoup. Ça va ? Et donc, du coup, voilà, on se trouve dans une difficulté à prévoir. Cette difficulté à prévoir, c'est est-ce qu'on va reproduire le passé ? Est-ce qu'on va avoir une intuition ? Est-ce qu'on va avoir une vision, partagée avec d'autres ou pas ? Et est-ce que nous avons une claire conscience ?
Et c'est ça qui nous permet de faire le chemin. Vous voyez, ce chemin, on va le construire. Chacun de nous, on le construit. Je suis maître de toutes les décisions qui me concernent. Je suis mon propre maître. C'est ça qu'on nous apprend l'athée. Il ne nous apprend pas sous cette forme-là, mais c'est bien ça que ça veut dire. Et cependant, c'est au détriment, c'est avec 3 conséquences. La première conséquence, c'est que je dois vivre l'incertitude. Le pire n'est pas le plus sûr, mais il peut arriver. C'est aussi accepter l'absurdité de la vie, parfois, l'absurdité des décisions, parfois, l'absurdité de nos propres comportements, souvent, et puis accepter aussi la dépression. Non pas la dépression comme une maladie, mais la dépression, l'état dépressif qui est tout à fait normal quand on vit ce genre de choses. Accepter qu'on soit dépressif. Je vais prendre un exemple personnel. Premier confinement, moi j'ai passé ça, super. J'étais content, je voyageais plus, je faisais du Zoom, c'était super. Deuxième confinement, je me suis dit, super, ça va continuer pareil. J'ai pris 10 kilos. Non, mais j'étais pas stressé, non. Je m'en apercevais pas, juste. J'ai pris 10 kilos. Bon. Accepter que nous sommes touchés par ça. Alors, il faut développer notre antifragilité. Alors, j'ai une base, du rire, du sexe et du chocolat. Ça, c'est la base. Promis. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on travaille son antifragilité? De façon plutôt simple. Il faut s'exercer comme un entraînement. C'est-à-dire s'exercer à faire de l'exercice physique, de force et de souplesse. Avec le corps qu'on a, avec la possibilité qu'on a. Il faut s'exposer au froid. Oui. Ça nous stresse un grand coup, mais ça nous rend plus forts. Il y a un livre qui est très bien là-dessus. Je dis la méditation ou la prière, selon vos convictions. Une alimentation choisie pour soi, et non pas choisie en fonction de ce qui est bien ou pas bien. Le fait de rester en lien. Alors quand je parle des liens, nous autres, analystes transactionnels, on aime beaucoup les liens intimes, et on a bien raison. Mais Boris Cyrulnik qui nous dit, si vous voulez vivre centenaire, alors vous pouvez faire comme font les gens dans telle ville, je ne me souviens plus, en Italie ou en Sicile. En fait, c'est le fait que les liens formels, un peu ritualisés, font partie aussi de ce que nous tient en vie. Vous savez, le fait de dire « Coucou, ça va, tu vas bien ?» Vous voyez ce qu'on fait beaucoup ici. Le fait de se retrouver dans un congrès entre collègues. Évidemment, on a des moments d'intimité avec certains, mais pas avec tous. Et donc avec beaucoup de personnes. On se fait des petits coucous, simplement. C'est très formel, mais c'est très utile. Évidemment, notre capacité à échanger sur nos émotions, à partager nos émotions. Le travail intellectuel, lire, écrire, échanger. Appartenir à différents groupes sociaux et s'en réjouir. Et puis, encore plein de choses, mais la psychothérapie ou n'importe quelle technique de développement de soi, évidemment. Et ce que moi j'aime bien dire, c'est aussi créer des bulles de hockey-ness. Le hockey-ness, non, le monde n'est pas OK. Hein. Si quelqu'un vous a enseigné ça, le monde n'est pas OK. Il y a des vilains canards qui veulent vous embrocher tout le temps. Mais nous savons faire quelque chose en AT. Nous savons créer des bulles de hockey-ness. C'est-à-dire créer un espace-temps où chacun peut s'exprimer, où chacun peut dire ses accords, ses désaccords, et où on peut co-construire quelque chose. Ça, on sait faire. Ça ne marche pas toujours très bien, mais globalement, on sait faire ça. Et je nous invite à le faire. Et puis, bien sûr,
Alors les bulles d'Ockénès, c'est pour le travail, mais c'est aussi pour les amis, c'est aussi pour la famille. Hein. Voilà. Alors, bon, je vais... ça va. J'ai juste le temps de clôturer. Je voudrais finir par 2 fois 3 enseignements de sagesse. Les 3 premières, c'est celles que nous transmet Edgar Morin, que vous reconnaissez probablement. Il nous dit la chose suivante, il nous dit la première chose, c'est prendre conscience de la complexité humaine. Voilà. Moi, plus j'avance, moins je comprends. Vraiment. Il y a un moment où j'ai l'impression de pouvoir comprendre les humains. Hein. J'ai renoncé. En même temps, le fait d'accepter ça, ça m'aide. Hein. Deuxièmement, résister à toutes les formes de domination. Nous avons le devoir de résister aux formes de domination, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Et puis enfin, vivre poétiquement, dit-il, donc avec amour. Pardon, c'est pas très excellent. Il dit vivre poétiquement, donc avec amour. Et puis, je conclurai par s'expérimenter à des temps de connexion, déconnexion, reconnexion, en utilisant une version que j'ai laïcisée de ce qu'on appelait les vertus théologales. 3 vertus théologales. La première, c'est la foi. Croire en vous, croire en soi, croire dans nos projets, croire dans les autres, croire dans nos talents. C'est la foi. La deuxième vertu théologale, alors, c'est développer inconditionnellement un sentiment d'amour et de communion avec les autres. Non pas pour être béatement d'accord avec tout le monde ou penser que tout le monde est beau et gentil, mais juste simplement voir l'enfant chez l'autre. C'est comme ça qu'on dit en athée. Et puis la troisième vertu théologale, c'est se faufiler dans le chemin de l'espérance. Pas de l'espoir. Par exemple, je peux avoir l'espoir que vous avez été intéressé par ce que je vous ai dit. Puis une fois que c'est fini, vous avez été intéressé ou pas intéressé, c'est terminé. Je parle de l'espérance. Et Jacques Ellul définit l'espérance comme la réponse des hommes au silence de Dieu. Voilà, j'ai terminé. Je suis à l'heure. Merci Jacques, merci. On va passer au temps du débat. Si vous avez des questions, des réactions, des commentaires, n'hésitez pas, des micros vont circuler. Bonjour. Jacques, bonjour. Je suis là. Bonjour. Yannick. En fait, pour le moment, je digère, hein, donc j'ai pas de questions. Je voulais vous remercier pour les ouvertures. Merci beaucoup. Et la stimulation intellectuelle. Merci. J'ai une réflexion. Il y a le mot innovation qui a été mentionné et que tu n'as pas développé et qui était une source de développement de l'antifragilité. Je trouve que c'est un concept qui est passionnant. Qu'est-ce qu'on met derrière l'innovation en fait? Et
Je me pose la question de comment innover dans les organisations et les institutions, notamment lorsqu'elles traversent le temps. J'aime bien que tu aies relevé ce petit point. Ça, c'est les gens qui m'ont inspiré pour faire cette petite conférence. Et je voudrais parler, donc du coup, pour répondre à ta question, d'un monsieur qui s'appelle Francisco Varela. C'est un biologiste. Enfin, c'était un biologiste. Il était colombien. Il a travaillé en France, notamment au CNRS. Et il a développé le concept, avec un mot un peu barbare, qui s'appelle l'autopoïèse. Un autre mot pour dire la même chose, c'est l'auto-organisation. C'est le fait que le biologique nous donne le modèle que, en fait, on est capable de s'organiser soi-même. On sait résoudre les problèmes qui se posent à nous. Et en fait, ce qui nous explique, c'est qu'au fond, ce qu'il faut, c'est permettre aux gens d'être innovants, permettre aux gens de résoudre leurs problèmes, et à ce moment-là, ils le font. Taleb, il dit, il y a beaucoup de gens qui font des articles ou qui font des conférences dont l'objet, c'est d'apprendre aux oiseaux à voler. Il dit, ça, c'est pas vraiment la peine. Les oiseaux, ils savent voler naturellement. Par contre, ce qu'il faut, c'est permettre aux gens, effectivement, dans les organisations, dans les systèmes, dans les familles, voilà, de pouvoir s'organiser eux-mêmes en fonction de qui ils sont. C'est ça, la véritable innovation, c'est de créer un cadre qui permet de le faire. Voilà. Et après, les gens le font. Et bonjour, merci pour toute cette réflexion. Il y a un point sur lequel j'avais envie de peut-être débattre un peu, c'est la notion de fragilité. Je travaille beaucoup avec des personnes dans le milieu du travail, tout ce qui est psychopathologie du travail, ou avant que ça arrive. La première remarque, la première chose qui se dit de ces personnes-là, c'est qu'elles sont fragiles. Je me bats beaucoup avec ça. Le verre sur la table, avant de tomber, qui sait qu'il est fragile ? Il est dans un environnement où il est stable. Une fois qu'il tombe, il peut se casser, sauf si on le rattrape. On voit bien que la notion de fragilité, enfin en tout cas pour moi, n'est pas une notion intrinsèque à l'objet, mais une question d'interaction avec l'environnement. Là, dans la présentation, j'ai eu l'impression que c'était présenté plutôt comme une caractéristique de la personne, qui est robuste, fragile, résiliente. Donc j'avais envie de discuter de cette notion-là. Oui, j'aime bien aussi ta question, enfin ta remarque. Rien n'est en soi fragile ou antifragile. Simplement ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, une personne, par exemple, peut être très fragile. Elle peut être fragile dans un domaine. Par exemple, on peut voir un boxeur qui va prendre des coups, il n'y a pas de problème, il prend des coups, il gagne son championnat, etc. Et puis sa petite amie lui dit au revoir et il s'écroule. Dans ce domaine-là, il est antifragile. Mais il n'est antifragile ou fragile que dans une certaine mesure. Voilà. Et on peut aider quelqu'un à développer son antifragilité, quel que soit. C'est-à-dire, c'est ce petit carré que j'ai fait au milieu. En fait, on peut faire ça, évidemment. Voilà. Évidemment que ce n'est pas un état d'être. Il n'y a pas des gens antifragiles ou fragiles. Annie. Donc d'abord merci Jacques pour le réalignement en fait, j'allais dire du sol au plafond, mais du corps jusqu'à l'âme. Et puis j'avais une question par rapport à l'analyse transactionnelle, notamment en France. Est-ce qu'on peut considérer que l'analyse transactionnelle, ou en tout cas ce courant-là, peut être considéré comme antifragile, et comment développer ou aider les autres à développer leur antifragilité? Voilà. Je le disais tout à l'heure, je suis à titre personnel convaincu que l'analyse transactionnelle est une théorie antifragile. C'est-à-dire qu'elle a été créée dans les années 50 et elle reste valable aujourd'hui. C'est-à-dire, parler de scénario, c'est toujours valable aujourd'hui. Parler de frontières, c'est toujours valable aujourd'hui.
parlait d'expression émotionnelle, c'est toujours valable aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une théorie antifragile. Elle doit juste s'adapter à son environnement, avec les mots peut-être qui sont un petit peu à modifier, mais il n'y a pas de problème avec ça. Tout le monde comprend. Expliquer un scénario à quelqu'un, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Expliquer les jeux psychologiques, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour ça. Les gens sont immédiatement... Donc je pense que la théorie est antifragile, et je pense que les analyses transactionnelles sont en mesure, vous êtes en mesure, de développer l'antifragilité chez vos clients. C'est d'ailleurs ce que vous faites. C'est d'ailleurs ça votre boulot. Développer l'antifragilité chez les autres. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Annie. Je vais rajouter juste un petit mot. Je suis complètement d'accord avec toi. Et en même temps, on parlait de fragilité dans l'environnement. Aujourd'hui, l'AT en France est dans une fragilité. On est dans un moment charnière de l'analyse transactionnelle en France, que ce soit dans le champ psy, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'organisation, le conseil. Donc il y a des choses, nous, à développer dans un projet collectif multi-champ autour du renforcement de l'analyse transactionnelle et de nos métiers et de notre visibilité. Donc même si la théorie est antifragile, comment nous la mettons en œuvre et comment nous la faisons exister en France, ce qui n'est pas le cas en Italie, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, ce qui n'est pas le cas en Allemagne, ce qui a été très difficile en Espagne. En Espagne, l'AT a été classée comme méthode non gratas, personne n'en voulait. Ça a été classé comme une pseudo-thérapie. Il a fallu que l'association nationale espagnole se batte et démontre des années et des années de recherche pour commencer à une reconnaissance de l'AT au ministère du Travail et de la Santé en Espagne. Donc même si la théorie est antifragile, c'est nous qui développons les systèmes antifragiles pour la permettre d'exister. Et donc ça, c'est vraiment important de le souligner. Merci. Jacques, puisque tu as commencé ta présentation pour une lettre à Jules, comment pourrais-tu la conclure? Qu'est-ce que tu dirais à Jules? Je vais lui dire en privé, mais je vais te donner une. En fait, ce que je dirais à Jules, c'est de construire son chemin. C'est ce que je disais, le petit poème d'Antonio Machado, c'est de construire son chemin à sa manière à lui. Voilà. C'est ça. Voilà. Oui, ça fonctionne. Donc ça y est, j'ai une question, Jacques, pour vous. En fait, vous avez cité Ilya Prigogine sur l'auto-organisation en réponse à un élément qui était une question effectivement de notre président sur l'innovation, en fait. Prigogine, donc je viens rapidement de vérifier, donc c'est un physicien en fait qui a contribué à la théorie de la thermodynamique en fait. Donc moi j'ai une autre référence et du coup je m'attendais à la trouver là, qui est Jean-Christian Fauvet, la sociodynamique. Donc c'est quelque chose que vous côtoyez ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Donc très bien. Et donc j'attends les références. Ouais, et ok. En fait, il y a une notion en sociodynamique, donc le mouvement par les hommes, et donc très inspiré en fait le parallèle entre la thermodynamique, question d'entropie, etc., et puis la partie humaine dans les organisations. Et donc le parallèle avec l'auto-organisation de Prigogine, c'est ce qu'on a appelé l'holomorphisme, au sens où le tout est dans les parties. Au sens strict. Et il me semble que c'est un élément qui peut permettre de construire des organisations antifragiles. Donc je reviens à la question. Et j'ai un exemple en tête qui est un exemple d'une entreprise, une grande entreprise française, qui est le groupe Michelin, et qui a un projet qui s'appelle I'm Michelin aujourd'hui. Qui cherche à construire justement une organisation antifragile pour se projeter dans le monde de demain et dans les siècles à venir. Voilà. Et dans cette idée, vraiment, chaque personne de l'entreprise représente l'entreprise, voilà, au sens de l'holomorphisme. Donc, est-ce que ça vous paraît intéressant et répondre à ce que vous avez évoqué? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a un grand courant de réflexion aujourd'hui, de réflexion théorique aujourd'hui,
dont probablement celui-ci fait partie, bien sûr, je ne le connais pas, pardon, je ne les connais pas tous. Et voilà, je pense simplement que tous ont à peu près la même idée, c'est d'aller renforcer les systèmes là où ils sont et de faire en sorte qu'ils résolvent eux-mêmes leurs problèmes. Voilà. Ce qui est une idée de l'AT aussi. Merci Jacques pour cette ces informations. Je pensais à un système antifragile qui a 3,8 milliards d'années de recherche et de développement, de R&D, c'est pas mal quand même. C'est le vivant. Tout ce que tu exposes est finalement très inspiré par la mécanique et le mécanisme. Or, de plus en plus aujourd'hui, peut-être Francisco Varela le fait, mais de plus en plus, et Ilya Prigogine a commencé. La bio-inspiration qui avait été faite en mécanique pour les matériaux, pour les voilures, pour les structures, commence à irriguer un petit peu le champ de la sociologie et de la psychologie. Est-ce que tu as quelques mots à dire à cela dans ces systèmes antifragiles qui ont quand même 3,8 milliards d'années de R&D? Merci François. Je pense que ça va dans le même sens que ce qu'on vient de dire. En fait, l'antifragilité se nourrit, je lis, de la grande famille élargie du désordre, l'incertitude, la variabilité, le savoir imparfait et incomplet, le sort, la confusion, la volatilité, le désordre, l'entropie, le temps, l'inconnu, le hasard, le bouleversement, le stress, l'erreur, la dispersion des résultats. La vie est par nature antifragile. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'antifragilité, c'est du bricolage. Je me réjouissais de voir l'organisation de ce congrès. Oh, c'est bien fait, hein. Mais qu'est-ce que c'était bricolé? Et du coup, qu'est-ce que c'est vivant, quoi? Allez, de voir Michel qui se débat avec ses réservations, qui devient une hôtesse d'accueil. C'est pas beau, ça? C'est du bricolage. Eh bien, c'est ça, la vie et l'antifragilité. C'est ça. Le jour où on rentre dans un machin, c'est tout organisé, flashé, etc., on est mort. Et probablement, on a intérêt à bricoler les choses, et encore bricoler, et encore, effectivement, s'inspirer du vivant. C'est bien de ça dont on s'inspire. Tous ces gens sont des gens qui travaillent sur le vivant. Marie-Christine voudrait parler. Oui. Bon. Oui, je voulais te remercier parce que je trouve que ton exposé est très créatif. C'est pas mon canal, mais j'ai dû m'adapter et ça m'a intéressé. Et il stimule la réflexion par le fait de mettre côte à côte des choses un peu insolites qui a priori n'ont pas forcément à voir. Voilà. Comme ça a commencé par lettre à Jules, je le trouve très intelligent, ton petit Jules, de comprendre tout ça. Et je voulais savoir en une ou deux phrases comment tu lui expliquais ça à l'âge de 2 ans. Ça m'intéresse. Merci de ta question très créative. Eh bien, figure-toi qu'il y a encore quelques semaines, Jules et moi, nous avons enlevé nos chaussures et nous avons marché pieds nus. Et alors, il a fait mmh. Voilà comment je lui enseigne. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. C'était vraiment très très intéressant. Vous avez évoqué un concept qui m'intéresse beaucoup, c'est la résistance et l'intolérance à toute forme de domination. Je pense que c'est aussi un devoir que nous avons, nous qui faisons tous de l'analyse transactionnelle dans différents domaines, et notamment, moi je m'occupe du domaine des organisations.
Je suis dans une grande organisation, une grande entreprise fragile, en tout cas très très fragilisée en ce moment. Et la force que je vois dans ces grandes entreprises fragilisées actuellement, c'est cette capacité à saisir tout ce qui se passe pour en faire quelque chose. C'est pour ça que je ne suis pas sûre qu'elle soit si fragile que ça. Et je pense que la forme de résistance que vous évoquiez, enfin que j'ai cru entendre en tout cas, est très très importante parce que nous devons faire partie de cette antifragilité pour y mettre quelque chose qui soit bon pour tous. Je ne suis pas sûre que si on n'agit pas, ce sera bon pour tous ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup. Je partage bien sûr. Merci Jacques, on peut t'applaudir. Merci beaucoup.